Bonjour et bienvenue à cette émission de l'Info avec un auteur de la région, Jimmy Houle. Bonjour! Allô? Comment vas-tu? Ça va bien, toi? On peut se tutoyer? Oh, il n'y a pas de problème. Oui, je vais bien. Moi aussi, je suis contente de te recevoir. Merci Moi aussi. d'avoir accepté. Dernière minute, tout le monde. Je lui ai demandé d'être sur le plateau il y a à peine 45 minutes. À peu près, oui. Et il est arrivé. Donc, 4 livres. Ouais. Moi, honnêtement, je ne connaissais rien du tout de toi avant ton arrivée. Alors, j'ai hâte de te découvrir. Dis-moi, parle-moi un peu de ton parcours d'écrivain. Je te dirais que j'ai tout le temps écrit là, depuis l'enfance. Là. Tout le temps été quelque chose qui m'intéressait. Quand j'étais au primaire, mon rêve de carrière, c'était d'être auteur. C'était pas d'être pompier ou ce qu'on voit souvent. Ça s'est comme arrêté là, plus comme passe-temps occasionnel, puis aimer les cours de français, pas mal tout. Rendu au cégep que j'ai plus commencé à écrire sérieusement. C'était plus dans la prose, la poésie à la base, en tant qu'ex-adolescent tourmenté. Et j'ai essayé quelques débuts de romans, mais ça allait tout le temps nulle part. Mon premier roman vient de là, en fait. J'avais commencé, mais je n'avais pas de fil directeur. Fait que j'avais plein de bons bouts, mais rien qui connectait ensemble. Donc, ça restait là, j'avais une trentaine de pages d'écrits. Rendu en 2019-2020, je repensais à ça, puis un soir, j'ai comme le premier chapitre qui m'est venu, qui était presque exactement le premier chapitre que j'avais écrit 10 ans avant, mais mieux écrit, avec des tournures différentes. Puis là, j'ai écrit le roman au complet à partir de ce que j'avais écrit à l'époque. Ça m'a pris 3 mois. J'ai écrit le premier en écrivant tous les jours. Au départ, le but, c'était juste d'écrire un roman pour l'accomplissement personnel, d'en faire imprimer une dizaine de copies pour mes amis et la famille. Mais j'avais pris l'habitude d'écrire à tous les jours. Puis quand j'avais fini, j'avais plus quoi faire le soir. Fait que j'ai commencé à avoir des idées pour mon deuxième roman. Donc, c'est venu de là que... Fait que dans le fond, en 6 mois, j'ai écrit mes 2 premiers romans. Wow, quand même! Donc, tu n'as pas eu trop de syndrome de la page blanche dans ce cas-là? Non, pas dans les premiers, non. Est-ce que ça t'est arrivé dans les autres ou c'est pas quelque chose qui te... Ça arrive des fois, mais ça dure jamais vraiment longtemps. Souvent, quand ça va m'arriver, je vais juste travailler sur une autre section du livre ou faire de la correction ou de la relecture. Ou écrire quelque chose que je suis pas sûr, quitte à pas l'utiliser au final. Mais l'important, je pense, c'est que c'est un muscle. Là, fait que plus que tu écris, plus c'est facile à écrire. Tu écris où? Dans un ordinateur, sur papier? Ça se fait-tu encore sur papier? J'ai des collègues auteurs qui écrivent sur papier ou même avec des dactylos. Juste parce que j'imagine que l'ambiance apporte quelque chose. Moi, j'écris principalement sur mon ordinateur, mais je prends énormément de notes sur mon téléphone, où souvent ça arrive comme mon premier chapitre du premier roman, je te disais. Ça m'est venu quand j'étais en train de m'endormir, fait que je l'ai écrit sur mon téléphone. Parce qu'au départ, j'essayais de le retenir, mais là, je me suis rendu compte que j'allais tout oublier. Là. Fait que c'est ça, sur mon téléphone puis l'ordinateur. Là. Quand tu écris sur ton téléphone et après que tu passes à ton ordinateur, est-ce que tu te rends compte que tu refais ton histoire ou tu es quand même fidèle à ce que tu as écrit la veille en t'endormant? Ça dépend. Souvent, c'est juste des notes. Fait qu'il n'y aura pas de phrase complète. Ça va être plus, exemple, il va arriver telle affaire pour amener à tel twist éventuellement. Tu sais, j'ai une idée de tournure d'histoire que je trouve intéressante. Mais quand j'écris vraiment des bouts complets, souvent, je vais écrire tel quel. C'est sûr qu'il y a des corrections puis des phrases que je vais modifier, mais le filon il reste le même. C'est le même. Ça parle de quoi, la question? Ouais. Mon premier roman, Les bandits de Fondran, à la base, c'est un recueil comment on pourrait dire, de légendes urbaines locales et d'histoires qui sont arrivées pour vrai, mais que j'ai modifié puis fait un espèce de mash-up de tout ça. Parce que moi, je sortais beaucoup avant, mais j'ai jamais été un grand buveur. Donc, je retenais toutes les histoires que les gens contaient, puis souvent, c'était des gens que je connaissais même pas. Puis je notais ça. Puis dans le fond,
le pourquoi j'avais pas de filon conducteur au début quand j'ai écrit, c'est que j'avais juste les anecdotes. OK. J'avais rien qui les reliait. Euh, fait que j'ai écrit ça sous forme d'autofiction. Donc, c'est parti de ce moment-là de ma vie. Les personnages sont basés sur mes amis, même si c'est pas arrivé à eux, puis c'est pas arrivé à nous, mais pour un premier roman, c'est plus facile de se baser sur des personnalités qu'on connaît. Fait que dans le fond, je peux résumer l'histoire, c'est trois jeunes de 18-19 ans qui font des mauvais coups, des petits crimes pas sans victime, mais rien de violent, puis ils n'ont pas volé une banque, là, mettons. plus pour le thrill, puis pour arrondir les fins de mois ou des trucs comme ça. Fait qu'on a eux qu'on suit dans leur développement de jeunes adultes, fait que c'est entrecoupé de relations amoureuses, nouvelles rencontres et compagnie. Puis mes romans, ils ont tous deux histoires séparées qui se lisent en alternance, un chapitre de chaque. Puis l'autre histoire, c'est un homme que lui, c'est un criminel avéré, qui a 50-60 ans, que c'est de carrière, là, tu sais, qui lui essaye de sortir de ce milieu-là pour des raisons qu'on comprend dans le livre. Donc, éventuellement, les deux chemins des deux histoires se croisent, donc on a comme vraiment les deux opposés au niveau de la criminalité locale, là, si on veut. Ça vient finir par s'entrechoquer puis faire des petites explosions. C'est super intéressant. Puis en plus, ben, de fondre les rangs de Baie du Fèvre. Ouais, parce que toi, tu viens de Baie du Fèvre. En fait, mon univers est vraiment constitué sur la région. C'était quelque chose qui était vraiment important pour moi parce que j'ai l'impression que souvent, les romans, les séries, les films, ça se passe comme à Montréal, à Québec, ou même dans les plus petites villes, mettons à Drummondville ou compagnie. Puis je trouve que souvent, quand c'est vraiment en région rurale ou en campagne, c'est, à mon avis, mal représenté. Puis je dis pas que ce que je représente, c'est nécessairement le beau côté de la région. Là. c'est plus l'inverse, c'est le côté un peu mal famé. Là. Mais ouais, c'était vraiment important pour moi de représenter ça dans mes romans. Fait que tout se passe dans un univers alternatif de la région ici. Là. Fait que moi, je viens de Baie-du-Fèvre, donc Baie-du-Fèvre, Saint-Zéphirin, Saint-Elphège, Nicolet, Pierreville. C'est intéressant. Est-ce qu'on retrouve ces lieux-là dans tes romans? Oui. Ouais. Puis tous les lieux que je fais référence, des endroits qui existent pour vrai. Là. Fait que, si je décris l'endroit d'une maison, ben on peut voir sur quelle maison je me suis basé, là, si on fait le chemin. Là. Oui, on aime ça, on aime ça. On reconnaît notre... C'est à saveur locale. Oui, bien ça, moi j'ai tout le temps aimé ça quand je lis quelque chose et que la personne, l'auteur décrit, exemple, des rues, tout, puis je suis capable je connais l'endroit, fait je sais, OK, il est à telle place, vis-à-vis tel magasin, puis on dirait que ça ajoute un peu à l'immersion. Oui, ça existe pour vrai, ça donne quasiment des frissons. T'as des titres chocs quand même, hein? Ouais. Mon dernier suicide. C'est toi qui fais les pochettes, les pochettes, j'ai un background en graphisme de formation, donc je me suis pas cassé la tête, j'ai décidé de tout faire moi-même. Je te dirais même que je fais tout ce qui est correction, rédaction, fait que mise en page, je suis auto-édité, donc édition, juste l'impression que je fais pas. Wow! Un vrai artiste! Ouais. Ben, j'aime ça tout faire, en fait, ça développe plein de compétences qu'on n'aurait pas autrement, puis ça permet aussi d'avoir le contrôle sur tout. Là. Oui, ça c'est vrai. Donc, auto-édité, là, je vais poser une question qui peut paraître banale, là, mais quand tu n'as pas d'éditeur, ben justement, tu as un contrôle total, comme tu disais, mais comment tu fais pour sortir un livre? Oui, ça c'est le côté qui est plus compliqué, ça, que le côté plus marketing. Parce que quand tu as une maison d'édition, ben eux, ils sont déjà branchés avec les libraires, fait que c'est un espèce de réseau qui s'enclenche tout seul, là, tandis que moi, ben en étant auto-édité, souvent, tu n'es pas admissible dans les librairies. Ou sous des conditions vraiment particulières. Là. Plusieurs, ça va être on accepte les auteurs indépendants, mais seulement de notre région ou à compte d'auteur. Donc, tu fournis les livres et s'ils ne se vendent pas, ben faut que tu les reprennes. Puis, en étant à Baie-du-Fèvre, je suis comme entre deux régions, donc il n'y a pas beaucoup de place qui les prennent. Moi, ça se fait plus sur les réseaux sociaux, sur Internet. Mais le processus est quand même simple. Donc, tu écris ton roman.
Moi, je fais affaire avec Amazon parce que c'est le plus simple. Puis à la base, Amazon, c'était une librairie. Puis eux, ils ont un système en arrière de ça qui est fait expressément pour ça. Donc, je vous envoie mon texte à la mise en page, puis ils font l'impression sur demande. Donc, j'ai pas besoin de commander 5 000 d'inventaire. Souvent, c'est ça le problème. Là. Ouais. C'est sûr que ça arrive avec l'espèce de stigma Amazon aussi avec, là, mais c'est ça qui est le plus avantageux au niveau financier et simple. Là. Il y a beaucoup de ressources aussi en ligne qui t'expliquent comment, vu que c'est un système qui est là partout dans le monde. Là. Oui, maintenant, avec l'Internet, on peut tout faire par nous-mêmes, oui. Puis ça te fait aussi une plateforme de vente en ligne qui est déjà présente. Tu n'as pas besoin de... OK. Plus des présences, j'imagine, dans des salons de livres, quelques-uns? Oui, ça, je vais faire beaucoup de salons de livres indépendants, où c'est presque uniquement des auteurs qui sont autopubliés. C'est super. Ouais, c'est vraiment cool. Je ne savais pas que ça existait. En fait, le premier que j'ai fait, je venais de sortir mon 3e roman. Ouais. Je n'étais pas au courant que ça existait avant ça. Puis, est-ce qu'il y en a dans la région de ça? Oui, il y en a un peu partout, en fait, au Québec. OK. Peut-être à l'extérieur, mais je suis moins au courant. Là, mais il y a un organisme qui s'appelle le Coop des auteurs passagers du Québec, si je ne me trompe pas dans le nom, qui, eux, organisent dans chaque région, à chaque année, au moins un événement. Ah, c'est bien, parce que c'est pas parce que tu es auto-édité que tes livres ne méritent pas d'être lus, hein? Au contraire. Oui, puis je veux dire, le premier, j'ai un peu exploré les démarches d'édition, puis je trouvais que c'était vraiment trop compliqué et long. Parce que moi, comme je disais, je voulais comme plus écrire pour moi, le premier. Peut-être plus un exploit personnel. Je voulais pas attendre 3 ans avant que ça sorte. T'sais. Souvent, les éditeurs, ils donnent une réponse en 6 mois à 1 an. Ouais. Fait que si le premier ne te prend pas, puis que tu l'as envoyé juste à un à la fois, ben 6 mois, ça s'accumule. Oui, c'est ça. Puis toi, tu veux que ça avance. C'est pour ça que finalement, même, je me suis auto-édité. Donc, je sais pas, peut-être qu'il y en aurait qui auraient été publiés. Je peux pas dire. Puis est-ce qu'il peut être trop tard qu'une fois que c'est fait, ou ils peuvent aller te chercher? C'est sûr, là, tu t'es déjà auto-édité, mais est-ce que... Oui. Je sais que ça s'est déjà fait, mais je te dirais que c'est plus exceptionnel, dans le sens où ça va être vraiment quelqu'un qui va avoir un succès... phénoménal. Qui va avoir vraiment besoin d'une 2e édition de toute façon. Ah. Fait que la maison d'édition va venir les chercher pour faire la 2e édition. Okay. Mais dans les salons indépendants, je vois souvent l'inverse, en fait. Je vois beaucoup de gens qui commencent en étant édités et qui quittent leur maison d'édition, qui font une 2e édition par eux-mêmes, où ils vont aller modifier ce que l'éditeur leur a fait modifier, puis qui n'aimait pas de temps, mais qui avait accepté. Donc là, ils vont vraiment se réapproprier leur propre ouvrage, aller racheter leurs droits. Ça a l'air d'être un processus quand même compliqué, là, mais... Oui, c'est ça. Parce que toi, de toute évidence, ça t'enlève rien d'être auto-édité, même au contraire, non, ça t'apporte des avantages. Ça enlève la visibilité. C'est vraiment ça la grosse différence là, pour moi. Là. Ouais. C'est qu'il faut que je me vende peut-être un peu plus. Ce que j'aime pas particulièrement faire naturellement, mais je suis pas là-dedans pour être millionnaire non plus. Fait que la majorité du temps, c'est du bouche à oreille. Oui. Est-ce que tu as un autre emploi ou c'est ce que tu fais de tes journées? Oui, non, je suis concepteur web. OK, c'est bon. Tu fais aussi... mais aussi encore 100% autonome et indépendant. Oui, exact. Oui, c'est ton profil, c'est génial, j'adore. On parlait un peu des titres tantôt. Moi, c'est sûr que ça m'accroche. Mon dernier suicide, La fin des tout croches. Est-ce que tu trouves les titres avant d'écrire un peu l'histoire? Est-ce que tu as les deux en même temps? Je te dirais que le premier, j'avais le titre avant parce que ça vient d'une vieille joke de l'époque. Il y a quelqu'un qui nous avait appelé de même à un moment donné en niaisant. Puis j'avais trouvé ça bien drôle, ça m'était resté. Les autres, je te dirais qu'ils ont tous changé de titre au moins une fois. Okay. Certains plus qu'une fois. C'est le processus. Oui, bien souvent, l'histoire finit par pas aller dans la direction que je pensais au début aussi. Fait que ça peut arriver que le titre fasse plus de sens rendu à la fin. Là. Vu que c'est tous dans le même univers, mais c'est pas nécessairement des suites. Donc, j'ai pas vraiment une ligne directrice comme coulée dans le béton là, en commençant. Là.
En fait, t'écris selon les émotions Ouais. aussi, j'imagine, parce que écrire, c'est un peu ça aussi. Ça fait du bien, sûrement. Ouais, c'est très, très extériorisant. Oui, exact. Si on prend ton deuxième Ouais. livre, il parle de quoi, celui-ci? Ça parle de bonheur. Non, c'est pas. Ouais! Mon dernier suicide, comment je pourrais résumer? Dans le fond, le pitch de base, c'est un homme qui a toujours voulu se suicider depuis l'enfance, qui a fait une tentative en très jeune âge et que sa mère lui a fait promettre de ne plus jamais lui faire ça. Et le roman débute avec la mort de sa mère. Genre 30, 40 ans plus tard, là, tu sais, là. Fait que ça débute comme après ses funérailles. Donc là, lui, il dit, ça fait 30 ans que j'attends ça. Fait que là, c'est ma chance. Sauf que peu importe le nombre de tentatives qu'il fait, ça fonctionne pas. Et c'est pas... là, je sais pas comment dire pour que ça sonne bien, mais c'est pas parce qu'il est pas capable d'aller jusqu'au bout. C'est vraiment des circonstances hors de son contrôle. Souvent, je vais donner l'exemple, parce que je ne l'ai pas pris dans le livre, mais de ce qu'on voit dans les films, des fois, la corde qui va péter ou quelque chose comme ça. Tu sais, comme, c'est pas de son contrôle, mais ça fait que ça marche pas. Ou que, par un presque miracle, il va survivre, même si tout est contre-vérifié au niveau médical, là, pour être... J'ai de la misère à écrire des trucs qui sont pas réalistes, là. Oui, c'est bien. Ouais. Puis en contrepartie, l'autre histoire, c'est une histoire d'alerte Amber d'une fille qui se fait kidnapper par son père, d'une enfant qui se fait kidnapper par son père et vient s'installer dans le même bloc appartement que notre suicidaire. Puis là, leurs chemins vont se croiser, la fille de 8 ans avec le vieux monsieur qui, qui veut se tuer. Écoute, c'est vraiment intriguant, c'est vraiment... Ouais, puis il apporte beaucoup de sujets très tabous ou délicats. Que je viens balancer avec un humour qui n'est pas tout le temps à la portée de tout le monde, qui va être un humour très, très sombre, mais qui vient vraiment balancer pour que ça soit lourd. En fait, souvent, le commentaire que j'ai, c'est que le livre est drôle, même si les thèmes ne le sont pas. Oui, c'est ça. Pas du tout. Au Ouais. début, quand tu lis ça, t'es comme... Il y a beaucoup de situations qui sont malaisantes, ou je joue beaucoup avec le malaise de ta tentative, elle échoue, mais quand tu entreprends le processus, tu penses pas après. Mais le après, il peut être vraiment malaisant. Là. Dépendant, c'est quoi là? Effectivement, j'avoue, tout dépendant des circonstances qu'on retrouve dans ce livre. Bien intéressant. Ils sont doux, en plus. Ouais. Tu sais, la fille est comme ça, sont doux, tes livres. Ah, la fin des tout croches. Ouais. Sûreté du Québec. La fin des Tout croches, c'est un mix des deux premiers romans. Dans le fond, mes deux premiers romans, comme je disais, c'est dans le même univers, mais c'est pas une suite. OK. Mais il y a des événements des deux qui sont référencés dans l'autre. Si, exemple, il y a eu, je sais pas, une explosion, ben là, ça se peut que dans le deuxième, ben, on entend en background un bulletin de nouvelles où ils disent « Ah, c'est les 10 ans depuis l'explosion. » OK. Donc, tu peux lire indépendamment les deux, mais si tu les lis dans l'ordre, tu as des petits clins d'œil là, qui viennent agrémenter le tout. Ça n'impacte pas l'histoire. Mon troisième roman, La fin des tout croches, c'est les personnages des deux autres romans qui s'entrecroisent OK. plus tard. Donc, la petite fille dans le deuxième, qui est rendue fin d'adolescence. Les petits bandits de 18 ans du premier qui sont rendus presque la quarantaine. Puis tout ça vient s'entremêler. Difficile d'écrire l'histoire sans gâcher les premiers. Ouais. mais en gros, c'est vraiment ça. C'est les deux mini-univers qui se rencontrent. Qui était vraiment le fun à écrire justement pour ça, d'imaginer qu'est-ce qu'ils sont devenus les personnages. Aussi, c'est quoi qui s'est passé entre les deux, parce que même si c'est pas toujours écrit, c'est quand même important de le définir pour que ce soit garder une certaine constance, que ce soit cohérent. Oui, exact. Puis Ouais. le dernier est un petit peu plus petit. Oui, le dernier, c'est plus une nouvelle. OK. C'est un petit 75 pages. Ouais. C'est plus un défi que je me suis lancé. Ce roman-là, je l'ai écrit, illustré, édité en 2 ou 3 semaines. Puis c'est venu d'une discussion que j'ai eue avec une amie qui aime beaucoup l'horreur et qui disait « J'aime beaucoup les passages d'horreur dans tes livres, mais c'est vraiment pas le focus de mes livres. » Si on prend mon premier, 250 pages, je pense. Sur les 250 pages, il y a peut-être 25 pages qui sont plus
frôle l'horreur. Fait que c'est vraiment pas le focus, mais ça en fait partie. Donc, le but de ce petit roman-là, c'était d'aller plus loin dans ce côté-là, d'explorer un peu. Puis vu que c'est moins mon style, je voulais pas me lancer dans un gros roman, puis je trouvais que une nouvelle, ça s'adaptait plus. Je le vois un peu comme un à côté des autres romans. Je veux dire, il est dans le même univers. Ce que je fais référence si j'écris un autre roman va être valide dans l'univers, va s'être passé pour vrai. Mais c'est moins connecté avec les autres. Dans le sens qu'on s'en crisse dessus. C'est plus une critique sociale, comme le nom l'indique un peu. Lui ici, le nom fait réagir souvent. Là. Oui! Comme mes autres romans, c'est tout le temps deux histoires. Mais généralement, c'est deux histoires qui finissent par se rencontrer. Lui, c'est l'inverse. C'est des histoires qui sont rencontrées avant le livre, puis qui évoluent chacun de leur côté. OK. Donc, c'est un après-rupture. Donc, on suit les deux personnes du couple, chacun de leur côté, après, qui n'ont plus contact entre eux autres, qui vont réagir de façon différente complètement à la rupture. Donc, on a un côté, une personne qui est plus dans l'apitoiement sur son sort, qui va être vraiment plus le côté « on s'en crisse dessus » justement de le reste, c'est pas important, c'est ma douleur qui compte, qui va être gros dans les réflexions qu'en lisant, on fait « ah, c'est vraiment con », mais on sait tous qu'on a déjà eu ces réflexions-là aussi, tu sais. Mais d'un point de vue extérieur, tu fais « ah, ouais, c'est vrai que c'est niaiseux quand on pense de même ». Puis de l'autre côté, on a l'autre personne qui est plus... qui cherche à s'épanouir, à aller vers des nouveaux horizons, rencontrer des gens, et que ça se passe pas nécessairement bien au final. Puis là, on a le côté plus horreur ou gore qui va arriver par là, avec des mauvaises rencontres. Puis au final, ça a fini dans une twist qui est quand même, moi, je trouve assez intéressante, là, qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont fait « ah, c'est une bonne idée ». C'est super dans une petite nouvelle, comme ouais, tu disais. c'est une petite nouvelle, là, les chapitres courts et pas constant. Donc, on peut avoir un chapitre qui va avoir une demi-page, après l'autre chapitre va avoir 5 pages. C'est vraiment comme saccadé volontairement parce que ça fit avec la rupture, en fait. Tu as des moments post-rupture qui vont être super engageants parce que tu redécouvres des trucs. Là, tu as d'autres moments qui vont être plus éternellement longs parce que là, tu réfléchis puis tu te remets en question. Donc, ce petit défi-là, lancé par une amie, t'en es quand même fière pour l'avoir sorti? Oui, c'est un processus, une expérience que j'ai vraiment aimée, que je dis pas que je recommencerai pas éventuellement, peut-être d'essayer, peut-être pas nécessairement l'horreur, mais de pousser un autre aspect pour tester, voir qu'est-ce qui en sort. C'est super. Je vais juste, pour les auditeurs, lire une petite phrase ici là, qui m'a marquée tantôt. Tout juste avant de m'endormir, j'ai toujours l'habitude de m'imaginer la mort de mes proches. Moi, je vais vous avouer quelque chose. Je fais ça le soir, moi, des fois, puis c'est plus fort que moi. On s'en va. Ça va tout seul dans notre tête, hein, des fois. Puis toi, tu prends la peine d'écrire. Ouais. D'écrire ce qui se passe dans ta tête. C'est super. Oui, bien ça, c'est une réflexion que j'avais eue, que j'avais notée avant de m'endormir. J'étais comme, je sais pas si le monde y font ça. Moi, je suis un éternel insomniaque depuis l'enfance, là. Donc, je me passe souvent dans ma tête avant de dormir, puis des fois, ça va loin. Fait que souvent, mes idées viennent de là, en fait. Là. Je prends des notes 2-3 mois avant de me coucher, puis le lendemain, je développe là-dessus dans une autre direction. Mais ouais, ce passage-là, c'est vraiment quelque chose qui m'était venu. C'est un peu redondant, mais en essayant de m'endormir par rapport à ce que je pense avant de m'endormir. Là. Il s'en passe bien des choses dans nos têtes le soir. Ouais, c'est très stimulant pour la créativité oui, le soir. Ouais. Vraiment. Est-ce que tu es en train de préparer l'écriture d'un 5e roman? C'est pas concret, mais j'ai beaucoup d'idées. J'ai des trucs d'écrit, mais j'ai pas encore vraiment la ligne complète directrice. J'ai un peu plus un point de départ, mettons. Ça se passerait entre le 2e et le 3e roman. Ce serait plus une suite du 2e, si on veut. Ah, c'est bien. Avec les personnages qui n'ont pas switché dans l'autre histoire. Là. OK. Ah, c'est bon. C'est intriguant. Là, j'irais plus probablement dans une espèce de chasse à l'homme, là, de chat qui chasse la souris, là, un peu, là,
d'écriture qui est vraiment dur à arrêter de lire parce que c'est prenant, puis ça devient essoufflant, là, t'arrêtes pas, tout le temps dans l'action. C'est un peu la direction que je prends en ce moment. Mais je sais pas le point culminant, ça va être quoi encore. C'est à développer. Ouais. Et ces beaux romans-là, on peut se les procurer à quel endroit si on veut lire du Jimmy Hull? Oui, partout dans le monde, c'est disponible sur Amazon. On écrit mon nom génial. avec le titre des romans. OK. Sinon, c'est en personne. Ou quelques points de vente, là, entre autres à Joliette, il y a un café-librairie qui s'appelle Les Confidences littéraires où je suis en vente. Mais sinon, c'est principalement en personne dans les événements, dans les salons ou via Internet. Quelques bibliothèques aussi. Je suis dans 4 ou 5 bibliothèques là, à travers le Québec. Fait, les demander. En fait, c'est... Ouais. S'ils les ont pas, ils vont être capables de les avoir. C'est super. Bien, écoute, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Puis on va continuer de suivre ton évolution. C'est pareil. Merci à vous aussi, téléspectateurs, d'avoir été avec nous. Puis on se retrouve pour une autre émission de l'Info. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Oui, c'est triste, un plan noir. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste sur le plan noir. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Et j'en passe. Et j'en passe beaucoup à part de ça, car la TCA, c'est beaucoup plus que ça. Ah oui, la TCA, c'est nous. Hey, ça ferait un bon slogan, ça. Plus que la TCA, qu'est-ce que c'est ça?